Bonjour Yann-Bert Tillenon. Nous sommes aujourd'hui devant votre galerie Carvreys à Montparnasse, boulevard Edgar Quinet, qui est aussi le siège de l'association Qui Art Raison Net. Alors aujourd'hui, il se passe quelque chose dans votre galerie. Pouvez-vous nous en dire plus à l'approche de Noël? Il y a beaucoup de choses à dire. Nous sommes le 4 décembre. Donc c'est demain matin mon anniversaire. J'aurai 75 ans à partir de 11h15. Bon, et ça fait donc à peu près 55 ans que je participe à plus ou moins activement à l'histoire de ce qu'on appelle l'Emzao, c'est-à-dire le mouvement en breton moderne, qui est un mouvement, disons, globalement autonomiste pour une république fédérale française, c'est-à-dire la libération des peuples colonisés et opprimés par la république centraliste totalitaire née avec la révolution capitaliste bourgeoise de 1789. Qui a été le développement du système capitaliste en France et en Europe et dans le monde. Donc aujourd'hui nous faisons une exposition d'art et d'artisanat en accueillant le groupe des artisans enracinés dans différentes traditions de France et d'Europe, car nous sommes à Carvreys toujours favorables au développement d'une dialectique de création par l'expression de l'être intérieur, des communautés des êtres, et non pas des sociétés de l'avoir. Dans l'histoire, les sociétés matérialistes de la marchandise, donc de l'avoir, ont toujours étouffé les communautés des êtres, comme par exemple en Bretagne, puisque Carvreys est une ambassade de Braise à Paris, comme Qui Art Raison Net, c'est-à-dire l'idée de représenter une Bretagne enracinée dans son histoire, c'est-à-dire une Bretagne nationale et non pas une Bretagne provinciale de l'histoire de France. Voilà, il y a deux conceptions de la Bretagne et de Braise, entre la Bretagne provinciale et Braise nationale. Comme je l'ai dit, c'est deux enracinements historiques différents qui produisent deux peuples différents de nature et de culture. Puisque nous savons depuis Aristote que ce qui qualifie un être humain, c'est en tant qu'animal historique, donc politique, puisque tout ce qui est historique est d'abord politique. Donc ce qui distingue Braise de Bretagne surtout, ce sont les communautés des êtres différents fédérés dans leur pays, dans des communautés paroissiales. C'est pour ça qu'en Bretagne, nous avons des langues différentes qui ont donné naissance à une langue unifiée, une langue nationale qui est le brezhoneg arnhévez, qu'on appelle le Perunvan, l'unifié, qui est appelé à devenir une langue dans le futur, participant à la vie internationale et qui nous permet de comprendre beaucoup mieux l'actualité
et l'évolution de l'humanité par ses concepts, par sa psychologie, par son esprit. Parce que nous pensons, nous, à Kervreis, que l'esprit s'incarne dans les langues. C'est-à-dire que nous croyons qu'il y a des races de l'esprit qui sont très importantes et que les races du physique, matériel et non pas spirituel, sont très secondaires. Ainsi, le vice-président de Kervreis est un breton d'origine sénégalaise et béninoise. Mais nous sommes de races physiques différentes, de races matérielles différentes, mais nous sommes de la même race spirituelle, parce qu'il est parfaitement qualifié pour représenter Breizh en breton moderne, Ernest Tamsir Olori, il s'appelle, puisqu'il prépare un doctorat de breton à l'université de Rennes. Voilà. Donc je parlais de dialectique de création des êtres par l'art et l'artisanat. Moi, je fais surtout peinture et sculpture. Ma fille aînée fait de la couture. Il y a ici des gens qui font aussi de l'architecture et de la céramique, des bijoux, etc. Parce que nous pensons que après la fin du système capitaliste qui s'est développé depuis par le libéralisme vainqueur en 1945 en France, en Europe, le libéralisme américain, surtout anglo-saxon, allié au communisme pour écraser le socialisme et le fascisme en Europe, a développé à son apogée le capitalisme en Europe et dans le monde. Et donc après le système esclavagiste de l'Antiquité, nous avons eu le système féodaliste, et après le système féodaliste, nous avons le système capitaliste qui est né, disons, au XIIIe siècle, XIIIe, XIVe siècle, avec surtout le développement en Italie, mais qui s'est développé très doucement à travers le système féodaliste jusqu'à maintenant, en passant par la Révolution française. Mais comme tout système, comme le système esclavagiste et féodaliste, le système capitaliste a une naissance et il a une mort. Il est mourant, puisque aujourd'hui, il n'arrive plus à rétablir son profit. Parce qu'il est pris dans une contradiction énorme. Il a développé de tels moyens de production industrielle que sa surproduction entraîne une telle concurrence qui entraîne elle-même une énorme baisse des prix, des tarifs. Évidemment, parce que les concurrents baissent les prix afin de pouvoir vendre. Depuis le 19e siècle, il est obligé, par la surproduction, il est obligé d'organiser des destructions afin de détruire le surplus pour relancer son économie. Ça, c'est ce qui s'est passé avec la guerre de 14-18 à cause des révoltes de 1907 et des grèves sauvages depuis 1899. C'est ce qui s'est repassé en 39-45 à cause de la crise de 1929 et des grèves des années 30 avec le Front populaire en 1936.
c'est ce qui a failli se passer aussi en mai 68 avec la grève sauvage de 10 à 12 millions de travailleurs en grève sauvage pendant un mois et demi, même parce que les syndicats au service du système, puisque les syndicats ne sont que les marchands qui négocient les salaires, la force de travail des travailleurs pour la vendre sur le marché du travail, hein, ces syndicats ont eu énormément de mal à remettre les travailleurs au boulot, puisqu'ils refusaient le mode de vie du système américain de la société de consommation. Hein. Ils voulaient vivre autrement, c'est-à-dire dans l'abolition du salariat, c'est-à-dire l'abolition de l'argent, hein, de l'échange. Hein. Et c'est pour ça que le système américain, via la CIA, a payé, organisé la contre-révolution, hein, qu'on a appelé le mouvement gauchiste, hein, avec les trotskistes, les maoïstes, les féministes, les syndicalistes, les écologistes, etc. Hein, pour arriver, à partir des années 70, à la société de consommation qui s'est développée, hein, en passant par la contraception, l'avortement, le regroupement familial, hein, afin de supprimer les ouvriers européens dangereux et de tradition révolutionnaire, hein, comme ils l'ont prouvé en mai 68, pour les remplacer par une population afro-maghrébine, asiatique, beaucoup plus soumise, hein, enracinée dans des histoires qui sont les leurs et qui ne sont pas celles des mouvements révolutionnaires. Hein, et pour les remplacer, ces ouvriers aussi, par des femmes, hein, des femmes étant beaucoup plus dociles, hein, dans les usines ou dans les bureaux. Ça, c'est le sens que nous pouvons donner au remplacement de population, hein, qu'on appelle aujourd'hui le grand remplacement. Mais ce qu'oublient de dire les nationalistes souvent, c'est que le grand remplacement dont ils parlent, c'est surtout le remplacement de la classe ouvrière par de nouveaux travailleurs soumis. Ces travailleurs soumis dont je parle, qui donnent naissance à la recrudescence des kebabs où on peut manger du mouton avec du Coca-Cola et non plus du saucisson avec un verre de rouge au comptoir devant le zinc, comme je l'ai connu quand j'étais gosse dans le 13e arrondissement, où les ouvriers parlaient très souvent de la Commune de Paris, qui chantaient des chants de communards, hein, et d'abolition du salariat, pour en finir avec leur mode de vie d'esclaves salariés, quoi. Bon, ça c'est l'anecdote historique que je pense être importante. Donc ici à Kervreis, nous sommes enracinés dans cette tradition révolutionnaire d'autonomie des communautés fédérées entre elles, non seulement en Bretagne, en France et en Europe, mais certainement dans le monde maintenant, dans l'avenir, puisque l'énorme contradiction du système marchand, hein, c'est d'avoir développé au niveau de toute la planète les conditions de sa propre destruction, hein, et de permettre surtout même par Internet, ça rime avec planète,
aux humains de communiquer pour s'organiser, hein, et réorganiser surtout la production planétaire afin de vivre autrement, en produisant selon leurs besoins à eux et non plus selon le besoin des banquiers. Hein. Parce que souvent on entend critiquer la classe bourgeoise, les bourgeois, etc. Mais les gauchistes me font rire avec ça. Ils n'ont pas remarqué que la bourgeoisie n'existe plus. Hein. Elle a été remplacée progressivement simplement par un système financier international, c'est-à-dire un système bancaire. Hein. Et ce système, il est anonyme. Ce ne sont plus des humains qui dirigent, ce sont des ordinateurs. Hein. Maintenant, il n'existe plus que les ordinateurs des banquiers qui dirigent le monde, hein, les ordinateurs, et des salariés, hein, qui sont mis en esclavage par l'argent. Donc le futur de l'humanité, avant la fin de ce siècle, verra, à mon avis, la renaissance des communautés humaines, des êtres humains, et non plus des matériaux, des avoirs, pour la survie même de la planète. Hein, puisque le système en place détruit même tout le monde vivant. Comme je l'ai entendu il y a 3 semaines, un mois, là, il y aurait 70% du monde vivant sur la planète, hein, par les animaux disparus et tout, qui seraient morts depuis 50 ans. Donc, nous réagissons toujours à Carveil, donc créé en 1938, par des expositions et une volonté de création, hein, qui soit artistique ou artisanale, ou politique et historique, avec des conférences, des publications et des relations avec toutes les minorités des communautés d'Europe régionale. Que nous ne sommes pas provincialistes français comme les gens qui se réclament bretons de Bretagne parce qu'ils sont nés en province bretonne, mais nous réclamons comme régionalistes européens. Nous sommes pour la grande Europe des peuples régionaux, hein, contre les grands États centralistes nationaux, hein, qui, comme ils l'ont prouvé, ont organisé à plusieurs reprises des boucheries ignobles pour se débarrasser des populations insoumises, dangereuses, hein, qui se révoltaient. Hein, et par manipulation, ils les ont poussés à se détruire et se supprimer entre eux par millions, et même dizaines de millions, pendant la guerre de 39-45. Alors pourquoi des portraits de chats dans la vitrine? Parce que j'aime beaucoup les chats, parce que comme disait je ne sais plus qui d'ailleurs, je préfère les chats parce que, aux chiens parce qu'il n'y a pas de chat policier. J'aime beaucoup les chats parce que ce sont des animaux autonomes, hein, et ils sont très fiers. Et comme nous sommes autonomistes pour l'autonomie des régions, comme je le disais, dans une république fédérale française, modèle pour une république fédérale européenne et même mondiale, hein, nous avons comme emblème les chats. Hein, parce que le chat considère qu'il est comme un dieu parce que l'homme lui donne à manger, alors que le chien considère l'homme comme un dieu parce qu'il lui donne à manger. Voilà. Bon. Oui, j'ai un bonnet rouge. Le bonnet rouge, ouais, le bonnet rouge, c'est parce que c'est une référence à l'insurrection des paysans bretons
1675 qui portait un bonnet rouge, c'est-à-dire un siècle avant la Révolution française sous Louis XIV et 3 siècles aussi avant la Révolution française. Il y avait déjà eu une révolte de paysans de Cornouailles en 1490. Donc, dans l'Emzao, comme à Kervreis, donc, nous sommes enracinés dans l'histoire de ces révoltes paysannes et de la tradition des paysans bretons, puisque c'est grâce aux paysans bretons qui ont conservé leur langue locale que nous avons, à partir du 19e siècle, avec Jean-François Le Gonidec, que nous avons pu nous caractériser en France et créer un mouvement linguistique qui a, au cours de 2 siècles de travail, créé une nouvelle langue moderne en créant des dizaines et des dizaines de milliers de néologismes pour adapter le breton à une nouvelle pensée moderne et même créer de nouveaux concepts inconnus dans d'autres langues. Ça, c'est fondamental pour parler d'une langue que j'appelais moi archéo-futuriste. C'est-à-dire que c'est une des plus anciennes langues d'Europe et une des plus modernes. Donc une possibilité pour le futur de l'humanité. Cette langue archéo-futuriste, quand j'en avais parlé à Guillaume Faye, qui avait commencé à apprendre le breton moderne, il a été très intéressé par ce concept, puisqu'il en a même fait un livre il y a bien une vingtaine d'années. Il a publié ce livre titré L'archéofuturisme, aux éditions qui étaient dirigées par Gilles Soulas. Ah, l'encre, oui, l'encre, dirigée par Gilles Soulas, qui nous a malheureusement quittés pour l'au-delà, le Valhalla ou le Tirnanog des Bretons il y a 2 ans. Alors, d'après vous, d'un point de vue économique, après le féodalisme, après le capitalisme, et après? Ah bah, moi je pense que il est difficile de baptiser un nouveau système comme ça, mais je pense qu'à partir du moment où ça va correspondre à la renaissance des communautés paroissiales ou cantonales, contre la société des individus atomisés, devenus des marchandises sur le marché du travail, je pense que cette société de communautés et non plus d'individus isolés pourra être qualifiée de communiste. Mais évidemment pas communiste comme nous l'entendons depuis la révolution bolchevique, qui était une révolution anticommuniste, puisqu'elle n'a servi qu'à l'anticommunisme bolchevique n'a servi qu'à créer un système capitaliste d'État. C'est pour ça qu'il a écrasé la commune de Kronstadt en 1921 ou 19 ou 21. Je confonds avec la commune de Berlin aussi, à cette même époque, et la commune de Budapest en 1956, comme ont été écrasés comme a été écrasée la commune de Barcelone par les mêmes républicains et bolcheviques espagnols en 1937, en Catalogne. Et le communisme du futur sera très certainement la fin justement de l'économie.
le terme économie comme sociologie, psychiatrie, etc. Ce sont des disciplines créées par le système marchand pour se justifier, hein, et pour perdurer. Hein. La fin de l'économie et de l'État moderne, remplacé par des conseils, hein, par des têtes, sera un mode de travail, donc de production artisanale, parce qu'il y a des usines qui pourront être automatisées, robotisées pour créer les biens de consommation courants dont nous avons besoin, et parallèlement seront créés des ateliers pour permettre à toutes les communautés de produire leurs biens eux-mêmes, hein, que ce soit des vêtements ou des véhicules, etc. Hein, c'est pour ça que nous soutenons ici et nous permettons cette expo des artisans enracinés. C'est déjà une idée, un préalable, hein, pour penser ce futur. Hein. Yann Bertillon, j'aimerais vous poser une question. Vous avez des propos qui sont plutôt de l'ordre de la théorie, mais quelle est votre pratique de vie? Comment incarnez-vous vos idées et votre discours au quotidien? Eh ben, pour le moment, nous sommes dans un système dont j'ai parlé et fait la critique déjà, qui est le système marchand, basé sur l'échange avec la monnaie, l'argent, et nous sommes bien obligés de faire avec. Hein, parce que bien qu'étant en marge, et je tiens à rester en marge, je garde un pied dans ce système et j'essaye d'avoir de l'argent, hein, pour survivre, hein, et même pour vivre le mieux possible afin de donner un exemple satisfaisant et enviable, hein, pour, comme je le dis, le futur qui est l'amour des êtres, hein, et non pas de l'avoir. L'amour des communautés des êtres et non pas des sociétés de l'avoir. Et cet amour se manifeste par la création artistique, puisque la création artistique consiste à faire exister ce qui n'existe pas encore, hein, et à être l'illustration, la manifestation de l'être intérieur rendu visible, que ce soit par la peinture ou l'artisanat ou la sculpture. Hein. Mais alors, dans la création artistique, comment évitez-vous l'écueil de l'ego personnel? Écueil rimant avec orgueil, et orgueil étant obstacle à l'amour, justement. Non, mais l'amour, c'est étymologiquement en français, c'est l'âme, donc l'être en action. Comme le chant donne chantour, troubadour ou chanteur. Chantor, avant on disait ameur, amor est devenu amour. Hein, c'est l'âme en action qui se manifeste et qui doit se voir elle-même libérée, d'ailleurs comme dans un miroir. Pour moi, une toile, c'est un miroir où mon être intérieur se voit lui-même. Alors, est-ce que c'est l'amour de Narcisse? Peut-on parler d'amour dans ce cas-là? Et pourquoi pas? Oui, pourquoi pas? L'amour de Narcisse, c'est de l'amour, oui. Alors, n'est-ce pas le degré zéro de l'amour? Ah bah, peut-être, c'est pas à moi je suis pas dans la psychiatrie ou la psychanalyse. Non, mais vous vivez, vous êtes artiste, vous le vivez. Ah, c'est aux autres de le dire, c'est pas à moi, ça. D'ailleurs, ce qu'il y a bien dans le Christ, c'est qu'il a beaucoup parlé de l'amour. Et ce que l'on fait les chrétiens, c'est autre chose. Ils ont fait une religion de l'amour, hein, qui aboutit, comme avec le calvinisme, à l'amour de l'avoir. Hein, alors que Christ, c'était, à mon avis,
l'amour de l'être, donc des êtres, la manifestation des êtres, donc des communautés des êtres intérieurs, hein, et non pas des sociétés de l'avoir, comme dans le monde protestant, anglo-saxon, qui nous envahit aujourd'hui, hein, et qui a entraîné l'américanisation de tous. Hein. Je crois que c'est Guy Debord, la tête des situationnistes autrefois que j'ai connu personnellement ici rue Daguerre au café Perret, hein, quand nous buvions des petits coups de rouge au comptoir sur le zinc du vin de chez Régnier, hein, qui disait que les Français ont voulu être américains, ils le sont. Voilà. Donc nous assistons à une protestantisation de l'Église catholique romaine qui se retrouve très éloignée de son côté enraciné européen païen. Hein. C'est ce qu'ont tendance à oublier les chrétiens aujourd'hui, c'est que Christ représentait le paganisme puisqu'il était, où se disait, l'incarnation du divin dans le visible sur terre, ce qui est la définition du paganisme, qui n'est pas séparé du divin au ciel avec une terre visible qui serait profane. Hein. Donc c'est le refus de l'obéissance au code de la route, hein, dans le Talmud ou la Torah ou le Coran, etc., hein, qui oblige les hommes à obéir à des textes. Les anciens celto-germains, archaïques, vivaient dans un monde totalement sacré et ignoraient le profane. Hein. Toutes leurs activités, leur vie sur Terre procédait du sacré. Hein. C'est-à-dire que depuis, à mon avis, entre 400 et 500 000 ans, depuis la maîtrise du feu, comme on l'a prouvé en archéologie, après la découverte de cheminées, etc., hein, avec des pierres qui servaient à entourer le feu. Hein. Les Indo-Européens, comme on les appelle, hein, vivaient surtout au nord de l'Europe, dans un monde sacré. Hein. Ils ne distinguaient pas, il n'y avait rien de profane. Hein. Et en communauté, parce que certainement que leur difficulté pour vivre les obligeait à vivre en communauté de toute façon, avec le climat qui était très dur, etc. Cela dit, il y a un livre qui est sorti il n'y a pas longtemps de Mathieu Alford qui démontre le point commun entre les druides du monde celtique et les brahmanes du monde indien. Il faut conseiller parce que c'est la démonstration de la tradition ancestrale indo-européenne de la communauté des brahmanes ou des druides, hein, qui formaient une caste qui vivait sans argent, hein, et qui incarnait un pouvoir philosophique, un pouvoir politique philosophique. Et ce pouvoir philo-politique a été remplacé, comme je dis, par le pouvoir éco-politique, c'est-à-dire économique, des marchands, c'est-à-dire la caste des marchands en Inde qu'on appelle aujourd'hui les Vaishyas. Hein. Vous envisagez donc un pouvoir théopolitique ? Philo-politique. Voilà. Et théopolitique peut-être ? Est-ce qu'on peut discuter de cette question-là ? Moi j'appelle ça philo-politique parce que c'est le pouvoir des philosophes, hein, et non pas le pouvoir des marchands. Donc un pouvoir philosophique et non pas économique, hein, qui réduit tout à l'état de marchandise.
c'est-à-dire à la rentabilité. Voilà. C'est-à-dire que tous les producteurs sont obligés aujourd'hui de produire selon les besoins, comme je le disais, des marchands, et non pas des hommes, dans la hiérarchie de la société de communauté. Car dans la tradition, nous avons une évolution à travers 4 castes, celle des producteurs des Shudras en Inde, des Vaishyas, des commerçants, des marchands, des Kshatriyas, des militaires ou des policiers qui maintiennent l'ordre dans la société, et au sud des Brahmanes qui forment le pouvoir politique, philosophique. C'est-à-dire que ça représente une évolution symbolique entre les hommes de fer, les Shudras, les hommes de cuivre, les Vaishyas, les hommes d'argent, les Kshatriyas, et les hommes d'or, les Brahmanes, qui sont donc en contact, ayant le plus haut niveau de conscience avec le plan divin. Donc ils sont censés essayer de maintenir l'ordre divin dans leur peuple, dans leur territoire. Donc nous espérons, grâce au système capitaliste devenu mondialiste sur la planète maintenant, puisqu'il en a rendu possible les conditions, par ça, en rendant possible sa propre destruction. Bon, il essaye de survivre, ce système du libéralisme, du capitalisme aujourd'hui, en déclenchant une guerre en Ukraine à travers l'OTAN, mais contre l'Europe, puisque le cauchemar de ce système américain, c'est l'union des Européens jusqu'à Vladivostok, c'est-à-dire l'union de l'Europe actuelle avec la Russie. Donc l'Ukraine, c'est le cheval de Troie des États-Unis, avec son président Zelensky formé à New York, qui entretient cette animosité avec les Russes. Et le système capitaliste voudrait bien organiser une guerre mondiale pour détruire toute la surproduction qu'il produit avec ces machines de plus en plus perfectionnées, parce qu'il est pris au piège de la rentabilité. Pour être plus rentable suite à sa crise, et il est obligé de produire beaucoup plus pour vendre, mais en produisant beaucoup plus, ils vendent de moins en moins cher. Donc c'est un cercle vicieux, quoi. Mais ce cauchemar finira par le beau rêve que nous faisons d'union des peuples, des communautés du monde entier, qui peuvent communiquer maintenant entre elles pour se réorganiser au niveau planétaire. C'est-à-dire que réaliser peut-être d'ailleurs le vœu de Jésus-Christ de l'amour des êtres et non pas du paraître, de l'avoir. Voilà. C'est-à-dire des communautés des êtres, comme j'en parle très souvent. Actuellement, cette guerre en Ukraine perdure malheureusement, parce que par exemple les Russes reculent, mais en fait c'est une stratégie militaire. Ils abandonnent certaines villes pour pouvoir les bombarder ensuite, et non pas se bombarder eux-mêmes. Donc ça risque de durer encore très longtemps. Mais c'est ce que veulent ceux qui l'ont organisé, pour qu'il y ait un maximum de destruction, en se foutant pas mal de la souffrance du peuple ukrainien qui n'aura plus de chauffage cet hiver quand il fera moins 25.
ce qu'ils veulent, c'est relancer leur économie en reconstruisant l'Ukraine. Puisqu'ils ne peuvent plus faire de guerre mondiale actuellement comme ils le voudraient à cause des armes nucléaires ou grâce aux armes nucléaires. Bonjour, Oui. bonjour. Tu veux parler? Non, on l'enregistre. Hein? Alors, Yann Berthelot, ce que vous dites, n'est-ce pas plutôt coloré par des idées de gauche, d'extrême gauche, voire d'ultra gauche? Ah. Mais, écoute, moi j'ai connu des gens effectivement de l'ultra-gauche et même d'extrême gauche. J'ai rencontré très souvent Michel Rocard il y a 50 ans. J'ai rencontré Arlette Laguillet. J'ai rencontré Jean-Marie Le Pen assez souvent. J'ai rencontré Devedjian, Alain Madelin autrefois. À l'époque d'Occident, j'avais 17 ans moi. Bon, en fait, je me suis aperçu très vite, très rapidement, que moi je me situais complètement hors système. Hein. C'est-à-dire que pour moi l'extrême gauche, c'est le laboratoire qui permet au système marchand de s'améliorer, de se moderniser. En ayant, grâce aux gauchistes, la révélation de ses faiblesses. Et ce sont les gauchistes qui permettent au système capitaliste de se renforcer et de mieux maîtriser les esclaves salariés, en leur donnant des augmentations de salaire, par exemple, et tout ça, grâce aux syndicats qui remplissent bien leur rôle de négociants entre les salariés et les banquiers qui dirigent les entreprises. Et maintenant, donc la droite ou l'extrême droite ne fait que suivre avec un décalage d'une génération ou deux, le travail de l'extrême gauche. Et l'ultra-gauche, bon, est certainement beaucoup plus radical, mais reste enfermé et emprisonné dans le même système marchand, dirigé aujourd'hui par le libéralisme. Et donc moi j'ai eu la chance, grâce au mouvement breton, et grâce aussi à un mouvement qui s'appelait ESB, que j'ai rencontré après la Légion, quand j'étais en Polynésie, quand je suis revenu en 69, dans lequel j'ai milité, où j'ai appris à me situer totalement en dehors du système en place en France, en étant rupturiste, c'est-à-dire révolutionnaire breton, en contact avec les militants pour le FLB, ARB, etc., etc. Donc ça m'a permis de prendre de la hauteur, de l'altitude, et j'ai fini par me dire fédéraliste. J'ai constaté que j'étais fédéraliste en fréquentant des gens très différents, mais en ayant toujours le même discours auprès des uns et des autres, c'est-à-dire le discours fédéraliste que j'ai fini par qualifier de centre et donc d'extrême centre, en comparant la société actuelle, la base, à la base d'une pyramide avec son extrême gauche, ses quatre coins, extrême gauche, extrême droite, droite, gauche. C'est-à-dire qu'il y a le centre entre les quatre coins et l'extrême centre, c'est le sommet de la pyramide qui permet de fédérer tout le monde sur un principe de fédération non seulement des peuples, des minorités, mais des idées, pour leur donner un sens historique, spirituel, au sommet de la pyramide, de rapprochement du divin, donc de la fonction philosophique des druides ou des brahmanes,
Voilà, selon la tradition indo-européenne qui est la nôtre, qui n'est évidemment pas la tradition arabo-africaine ou asiatique, hein, qui a une perception du temps qui n'est pas la même que celle des Européens. C'est bien pour ça que le système marchand actuel, le système capitaliste, les fait venir en masse pour remplacer les travailleurs européens qui sont potentiellement révolutionnaires, puisqu'ils ont hérité, même biologiquement, d'un instinct communautaire, hein, et d'une vision de l'histoire qui n'est pas du tout la même. Hein. C'est héréditaire chez les Européens, et depuis, surtout ici, depuis les Celtes et les communautés celtiques et germaniques, hein, instinctivement, ils sont appelés à ne pas être individualistes, hein, et à rester communautaristes. Et ils l'ont prouvé, tous ces paysans déportés des campagnes au XIXe siècle et au XXe siècle pour les soumettre dans les usines de Paris, région parisienne, Strasbourg, Marseille, Lyon, Bordeaux, etc. Hein, ils ont prouvé qu'ils se regroupaient instinctivement selon leur village d'origine, souvent, et pour s'organiser et dans des grèves et d'occupation d'usines. Hein. Voilà, comme en 1936 par exemple. D'ailleurs, c'est surtout les usines qui les occupaient, parce qu'en occupant les usines, ils se soumettaient quand même, à mon avis, à la logique industrielle du salariat dans l'usine, etc., qu'ils respectaient quand même. Hein. Donc c'est très ambigu tout ça. Et ça, on peut en parler plus tard. Parce que il y a encore beaucoup à dire sur la critique de la société occidentalo-américaine, et la dialectique qui nous permettra, avant la fin de ce 21e siècle, de créer les bases du nouveau monde pour quelques nouveaux siècles à venir. Merci Yann Bertilnon, et venez tous nous voir à Carvreise pour le marché de Noël, mais qui sera terminé ce soir. Oui, mais il y aura d'autres événements. Oui, on fait des expos régulièrement de peinture et de sculpture, et des cours de breton moderne et des conférences. À bientôt, Ken tu chantes pique. Bonjour. C'est meilleur ici. Oui, ça c'est des anciennes toiles des années 80, 90. Il y a des fleurs, le calvaire de Saint-Égonec, je crois. Un port breton, bien sûr, ici. Et bien sûr, l'acropole, qui reste le symbole du pouvoir spirituel en Europe, de la fonction philosophique, philo-politique.
Et ici, bien sûr, une toile importante pour Kervreis, puisque j'ai cherché à symboliser la République fédérale française avec son bonnet phrygien, mais dans le respect des minorités, des peuples, des régions d'Europe. C'est pour ça qu'on voit le drapeau français tricolore bleu, blanc, rouge et le noir et blanc, le Gwenanu, né en 1923 grâce au travail de Morvan Marshall, leader du mouvement autonomiste fédéraliste. Bon, là c'est l'étendard du cercle Maxen Védic que j'ai créé pour le 1600e anniversaire du débarquement de l'empereur Maximus avec son armée bretonne venant du pays de Galles, en Grande-Bretagne, pour prendre le pouvoir à Rome et rétablir l'ordre païen, puisque l'ordre païen qui était décadent à cause de l'évêque incapable à l'époque et qui est à l'origine donc de l'État breton Braise en Armorique, quand les Bretons sont remontés jusqu'en Armorique et n'ont pas pu retourner en Grande-Bretagne. Ils ont établi les bases de l'État Braise. Là, c'est un chevalier de la table ronde du Moyen-Âge, c'est Gauvin. Et là, deux vagues devant le phare de Lithierge à Lilia à Plouguerneau, qui symbolise le tumulte d'une histoire d'amour que j'avais vue à l'époque à Lilia avec mon égérie Françoise Lebert. Une histoire d'amour il y a 55 ans. Souvenir. C'est le mystère des rencontres, c'est la rencontre dans le sacré. Alors, voilà, il y a la croix celtique qui a été réalisée par Gabriel Charpentier. Son stand là. Yves Bourquin, peut-être nous parler de ta production. Mais Zafiquet, qui est le joli mot du XIVe siècle pour parler de pins, ce sont des affiquets qui sont plaqués or, qui sont tirés avec des matrices anciennes, dont certaines matrices ont 2 siècles et demi, et ce sont des objets de symbolique, d'héraldisme, décoratifs. Ce sont des objets qui sont à la fois de vêture et de décoration. Bon, certains sont montés sur des broches et d'autres sont montés sur des picots avec une... Bon, ça c'est une petite chose pour des foulards, donc des picots comme ça, qui fait qu'on peut le mettre sur une bougie, sur un abat-jour, sur un costume, sur un foulard. Et ce sont des objets qui ont tous une histoire. Et par exemple, ça c'est un rat qui, chez les anciens, était le messager des dieux, que les Parisiens sont obligés d'appeler surmuleau aujourd'hui, ce qui est ridicule. Et le rat, ce sont des communautés extrêmement intelligentes. Par exemple, alors j'ai des abeilles, j'ai l'abeille de Mérové, la ruche étant la société parfaite pour les anciens, qui permettait de faire le nectar et l'ambroisie, la nourriture des dieux. J'ai une Jeanne d'Arc sur un palefroid, j'ai évidemment un breton, j'ai une rouelle là, qui est à la fois celte, franc-comtoise, bourguignonne et bretonne, qu'on trouve sur des meubles. Chacun de mes objets a une histoire et une mise en perspective. J'ai un petit nœud de style Louis XVI ici, j'ai une petite rosace, et ces plaqués or à 24 carats, ils sont dorés et patinés par mes soins, c'est-à-dire que le même objet n'est jamais le même. Je fais des ors blancs, des ors platine, des ors citron, des ors Versailles, de manière à personnaliser l'objet. Donc ce sont des objets qui sont porteurs d'âme, des clés d'inconscient, comme dirait Carl Gustav Jung. Et ce sont des objets de nos âmes françaises et européennes
Voilà. Merci Gilles. Gilles Ornementien, Gilles Bourquin, dit Gilles Ornementien. Voilà. Merci. Oui, à Kervraise, on se retrouve regroupés tous les dimanches avec nos amis du marché artistique boulevard Edgar Quinet, où j'ai plusieurs fois eu un stand avant d'acheter le local de Kervraise. Tu vois, on a un druide. Bonjour.